Des sociétés mobilisées, point d'interrogation. Je crois que la question de la mobilisation, mais aussi de l'adaptation des sociétés durant 4 années de guerre, est sans doute une des plus difficiles à résoudre, des plus difficiles qui soient à résoudre. Ce qui m'amène dans un premier temps à essayer de présenter d'abord quelques remarques méthodologiques, entre guillemets, sur ces difficultés à aborder, à questionner les mobilisations sociales et les adaptations sociales. D'abord, les sociétés européennes qui sont représentées à cette table sont très diverses, très variées, sociétés complexes, plus ou moins complexes selon les cas nationaux, mais en tout cas diversifiées, et c'est bien entendu un paramètre à prendre en considération en permanence, parce que cette diversification, cette complication, cette complexité sociale amène, à mon avis, des réponses catégorielles, adaptatives, différentes. Même si les sociétés de l'époque sont sans doute à des années-lumière des nôtres, bien entendu, d'aujourd'hui, sociétés plus froides, diraient les sociologues, sociétés plus rigides, sociétés plus hiérarchiques, sans doute, mais effectivement, sociétés déjà complexes. Donc, première difficulté. Deuxième difficulté, de quels outils dispose l'historien pour approcher ces adaptations, ces mobilisations sociales? Bien évidemment, ces mobilisations passent par les approches des opinions publiques, que je mets soigneusement au pluriel. Or, en français en tout cas, j'estime que nous ne disposons pas, pour la Grande Guerre, de l'équivalent du travail de Pierre Laborie, que Pierre Laborie avait fait sur l'opinion publique sous Vichy. Il y a bien entendu la thèse de Jean-Jacques Becker, mais qui porte sur les premiers mois de guerre et qui remonte à 1977 quand même. Donc on pourrait peut-être réinterroger à nouveau frais cette question des opinions publiques. Les historiens ne disposent pas, pour la Grande Guerre, d'un certain nombre d'outils, notamment nos sacro-saints sondages qui font la loi aujourd'hui. Alors, on dirait que c'est peut-être pas plus mal pour la Grande Guerre qu'on n'ait pas de sondage, puisque vous en connaissez bien entendu les limites. Il y en a un que j'aime citer parce qu'il date de l'an dernier, et 93% des conducteurs français s'estimaient être de bons conducteurs. Bien, donc, plus sérieusement, vous connaissez les problèmes que ça pose pour les politologues de sous-évaluation systématique des votes Front National, puisque ça pose la question fondamentale des réponses de ce que les sociologues appellent des réponses de conformisme. C'est-à-dire des réponses qui sont non pas celles que pense réellement la personne interrogée, mais ce qu'il croit convenable, socialement convenable de répondre. Bon, alors nous n'avons pas de sondage pour la Grande Guerre, parce que le premier sondage en France date de 1939, et il est délicat de mesurer donc des opinions qui, par définition, sont extraordinairement changeantes et rapidement changeantes. Alors il y a quand même des outils permettant d'aborder cette question des mobilisations sociales. D'abord, il y a un certain nombre d'enquêtes lancées par les pouvoirs publics. Enquêtes lancées, par exemple, par les diocèses. Et oui, pendant la Grande Guerre, un certain nombre de diocèses interrogent leurs prêtres pour savoir l'état d'esprit des ouailles. Il y a bien entendu un matériau fondamental qui sont les rapports de préfets, utilisés notamment par Jean-Jacques Becker dans sa thèse de 1977. Et puis il y a un certain nombre d'enquêtes lancées par d'autres pouvoirs publics, et je pense en France à un certain nombre d'enquêtes lancées par le ministère de l'Instruction publique, qui ne s'appelle pas encore Éducation nationale. Je pense très précisément à une enquête lancée en 1919 auprès des instituteurs du Nord meusien, donc Meuse occupée pendant 4 ans par les Allemands. Et donc, l'inspecteur d'académie les questionne sur leurs attitudes, au pluriel, durant ces 4 années d'occupation. Et vous comprenez bien que là aussi, réponse de conformisme, la totalité des instituteurs interrogés se déclarent de grands patriotes, des résistants, et déclarent avoir fait chanter quotidiennement ou presque la Marseillaise à leurs élèves. Bien, donc effectivement, méthodologiquement, nous sommes dans un champ extrêmement délicat à manier, parce que les certitudes
ne sont absolument pas affirmées, assurées, si je puis dire. J'ajouterais aussi que dans les rapports de préfet, il faut tenir compte aussi d'un certain sentiment de conformisme exprimé par les préfets via les commissaires de police, puisque les préfets savent pertinemment quelle réponse, quel type de réponse en tout cas, le ministre de l'Intérieur attend. Hein, donc eux aussi peuvent être soumis à ce sentiment de conformisme ambiant. J'ajouterai enfin que dans tous les États que je connais en tout cas, et là la table ronde va aussi servir à préciser ces choses, il y a ce qu'il faut bien appeler un arsenal législatif contraignant pour surveiller les opinions publiques. En France, vous avez bien entendu la loi sur la presse du 4 août 1914, mais vous avez aussi la réactivation de la vieille loi de 1849 sur l'état de siège, hein, qui interdit concrètement toute manifestation hostile à la guerre. Bon. En Grande-Bretagne, vous avez une loi, je n'ai pas noté la date, mais vous allez me le dire, la loi dite DORA, Defense of the Realm Act, la loi de mise en défense du royaume, qui menace de saisie tout journal qui publierait, je cite, des nouvelles démoralisantes. Où commence la nouvelle démoralisante? Vous voyez la difficulté. En Allemagne, ma chère Barbel, à ma connaissance, il y a ce qu'on appelle les directives générales du 28 novembre 1914. Je cite, en français, rassurez-vous, « La politique extérieure menée par le chancelier sur ordre de sa majorité ne doit pas être perturbée en ces temps difficiles, par une critique ouverte ou même allusive. » Bien, ça restreint. Et aux États-Unis même, pays des libertés individuelles s'il en est, bon, eh bien vous avez le fameux Sedition Espionage Act de 1917 qui permet d'emprisonner notamment Eugene Debs, un syndicaliste socialiste, arrêté en juin 1918 pour avoir dit, je cite, que la guerre est un crime contre le peuple des États-Unis et les nations du monde. Arrestation de Debs pour ça. Hein? Donc, effectivement, approcher nos opinions publiques et leurs adaptations dans ces conditions est quelque peu difficile. Et nous amène, me semble-t-il, à réfléchir sur le fonctionnement des médias de l'époque. Parce que, bon gré mal gré, nous sommes contraints de nous tourner vers des études de contenu, des journaux. Bien. Alors, avec un vaste problème. Les journaux reflètent-ils la réalité sociale? La question est toujours d'actualité. Hein? Mais je vous rappelle quand même que nous sommes en 1913-14 et dans les années de la Grande Guerre à un summum de la puissance de la presse écrite. Avec en France 9,5 millions, quelque chose comme ça, d'exemplaires quotidiens, hein, que vous pouvez multiplier par le fameux coefficient de 3,7, c'est-à-dire on sait qu'un journal acheté est lu par presque 4 personnes. Vous voyez la puissance considérable de cette presse quotidienne. Hein? Or, cette presse quotidienne, d'où vient-elle en France comme ailleurs? Hein? Mais il se trouve que la presse française est la deuxième presse en nombre de tirages après celle des États-Unis. Bon. Et devant celle de l'Allemagne, par exemple. À ma connaissance, en tout cas. Elle vient d'une révolution des médias de la fin du XIXe siècle qui a abaissé considérablement le prix de vente des journaux en introduisant la réclame, hein, donc la publicité, mais en gommant toute information polémique. On l'a bien vu, et Jean-Marie Mayer l'avait remarquablement prouvé pour la France à propos de l'affaire Dreyfus. Les grands journaux, pas les journaux engagés, entre guillemets, mais les grands journaux d'information générale parlent en fait très peu de l'affaire. Et quand ils en parlent, c'est toujours d'une manière relativement anodine. Pas d'avis tranché. Pas d'avis tranché parce que si vous émettez des avis tranchés dans un journal d'information générale, vous perdez du lectorat. Hein? Le Figaro en a fait la cruelle expérience pendant l'affaire Dreyfus. Au début de l'affaire, il est Dreyfusard, il voit son chiffre de lecteurs s'effondrer totalement, il change d'attitude. Bon, nous en sommes là en 1914, et ça, il faut en tenir compte également, d'autant plus que vous avez des conditions spécifiques
à la Grande Guerre, c'est-à-dire, en France en particulier, la raréfaction de la pâte à papier. C'est extrêmement concret, je m'en excuse, mais c'est capital. Raréfaction de la pâte à papier, ça veut dire que si vous ne voulez pas voir votre attribution de pâte à papier diminuer, eh bien, il faut aller dans le discours d'un patriotisme échevelé. Voilà. Donc les contraintes directes ou indirectes sont très fortes, pardon. Et puis, dernière remarque méthodologique, eh bien entendu, la question que l'historien ne sait pas résoudre aujourd'hui, c'est pas plus qu'hier, à mon avis, plus que demain, c'est la question de la réception des informations. C'est-à-dire, voilà, comment une nouvelle donnée, hein, le 7 août ou 8 août 1914, le matin, les Cosaques sont à 3 étapes de Berlin, comment cette nouvelle est-elle ressentie par le lecteur? Vaste mystère, bien entendu, puisque nous sommes là dans le cas du fort intérieur de l'individu. Alors, bien entendu, tout le monde n'est pas d'accord avec cette puissance considérable de la presse, et j'en veux pour preuve Albert Dauzat, qui est un ethnologue, je dirais, français, sociologue français, qui va rapidement partir en Suisse, mais qui, le 13 novembre 1914, écrit la chose suivante. « La vraie France n'est pas représentée par les journaux qui crachent et bavent à jet continu sur l'adversaire et qui excitent le peuple à des haines de race. » Bon, mais pour un Albert Dauzat, combien de discours effectivement conformistes? Et je me suis amusé notamment dans ce discours conformiste à suivre une rumeur, grâce à la thèse de Fabrice Papola, soutenue à Toulouse il y a 4 ans. La rumeur est celle de la famine en Allemagne. Alors, on a vu avec Barbel que ce n'est pas une rumeur, hein, 700 000 morts, d'accord. Mais là, nous sommes le 6 août 1914. Et la rumeur de la famine en Allemagne est lancée par le journal socialiste de Toulouse, La Dépêche. 6 août, La Dépêche dit « il y a déjà une famine en Allemagne ». 16 août, reprise de la rumeur par Le Matin, c'est-à-dire journal parisien, national. 17 août, on trouve la rumeur au Petit Niçois. Et 19 août, La Dépêche, à nouveau, qui avait lancé la première fois la rumeur, en rajoute une couche. Hein? Donc là, on a effectivement ce que j'appelle moi, bon, c'est peut-être pas une formule parfaitement exacte, mais la spirale patriotique concurrentielle. Voilà. Vous retrouvez la notion de concurrence des médias et il faut qu'ils en rajoutent dans le registre patriotique. Alors, dans ce registre, effectivement, partant, cette fois, deuxième point, si vous voulez, de ces remarques méthodologiques, effectivement, un certain nombre d'historiens, de chercheurs, ont, surtout sur cette base d'ailleurs des médias, élaboré un certain nombre d'interprétations des mobilisations des sociétés en guerre. Alors, vous connaissez bien entendu ces analyses, hein, guerre de civilisation, croisade, hein, et donc un ensemble de sociétés qui auraient été totalement et en permanence mobilisées pour et par la guerre. Hein? Alors, je cite un extrait, « Dans ces conditions, la guerre exigeait tous les sacrifices, la victoire de l'ennemi, du barbare, signifiant bien plus que l'abaissement de sa propre patrie, mais la ruine de toute civilisation. Et ce n'était pas là seulement vision d'intellectuels, on retrouve, sous une forme simplifiée, de tels thèmes, de telles espérances dans les correspondances des plus humbles soldats. » Vous voyez, bien entendu, qui a écrit ces lignes en 1998. C'est Stéphane Audouin Rousseau et Annette Becker. Donc, c'est le débouché, si je puis dire, d'une analyse culturelle de la guerre, mettant en œuvre une mobilisation totale des sociétés, tout entières, unanime, ce qui me pose problème à moi, historien, unanime totalement, simplifié, à mon sens, et des regards qui nient, ou qui minorent en tout cas, les multiples dimensions sociales. Qui peut affirmer
qu'il y a eu un sens de la croisade en permanence durant 4 ans dans l'ensemble de la société française. Bien, je me demande si on ne prend pas là la partie émergente de l'iceberg pour la totalité de l'iceberg. Alors bien entendu que la mobilisation intellectuelle existe. Je suis loin de dire le contraire. Christophe Prochasson et Anne Rasmussen ont montré cela en France, bien évidemment, hein, au nom de la patrie, leur ouvrage de 1996. Les intellectuels allemands s'engagent aussi, on en reparlera peut-être, le fameux manifeste des 93 d'octobre 1914, après l'incendie de la cathédrale de Reims, bien entendu, hein, appel aux nations civilisées. Le 8 août 1914, nous sommes très précocement dans la guerre. Henri Bergson prononce à l'Académie des sciences morales et politiques donc une conférence dans laquelle il tient des propos que vous connaissez tous, hein, la lutte engagée contre l'Allemagne et la lutte même de la civilisation contre la barbarie. Et oui, effectivement, on dit la même chose en Allemagne ou presque. Hein. Ça va plus loin, vous le savez. Conférence du docteur Edgar Berillon le 23 avril 1915 à l'Académie de médecine de Paris, qui parle de la psychose de la race allemande, qui parle de la bromhydrose fétide des Allemands. En gros, je traduis, les Allemands puent. Oui, c'est révélateur d'une mobilisation intellectuelle, peut-être. Je me demande si ce n'est pas largement autant révélateur de la fragilité du savoir médical. Bien. Là encore, tout le monde n'est pas forcément d'accord. Et j'aime à citer Gonzague Truc. Gonzague Truc, c'est pas n'importe qui, si vous me permettez, puisqu'il est proche de l'Action française, c'est un éminent spécialiste de Racine, et le fait qu'il soit proche de l'Action française me le rend encore plus précieux, parce qu'on sait qu'effectivement l'Action française a largement participé au bourrage de crâne. Hein. Bon, mais voilà ce qu'il écrit en 1915 dans la Grande Revue, pour dénoncer ce climat de conformisme social des médias. Je cite, « Et les conférences pullulèrent où, devant un verre d'eau, on opposa le génie français au pédantisme teuton, sans d'ailleurs expliquer autrement que par un ramassis de lieux communs ce qu'on entendait par là. On démontra, ou plutôt on affirma, que tout ce qui est français est bon, et que tout ce qui est bon n'est pas allemand. » Alors, les institutions, certaines institutions, se mobilisent aussi, bien entendu, pour la guerre. Mon collègue Xavier Boniface, pour la France, vient de sortir une histoire de l'Église française pendant la Grande Guerre qui me semble extrêmement intéressante, l'Église catholique française notamment. Alors, les églises sont effectivement mobilisées, ou se mobilisent. Le tout, c'est de savoir pourquoi. Bien entendu, avec une contradiction flagrante hein, entre le discours, les valeurs véhiculées par les églises, quelles qu'elles soient, c'est-à-dire charité, amour du prochain, et bien entendu la contradiction qu'est une mobilisation guerrière. Alors je crois qu'il y a des cas extrêmement différents. Notamment, il y a des cas où la religion est religion officielle, hein, qu'il faut, à mon avis, différencier des États où la religion est, disons, spontanée et non encadrée par l'État. Alors c'est vrai qu'en Angleterre, par exemple, dès le 3 janvier 1915, eh bien, l'Église anglicane décrète un Day of Humble Prayer, donc un jour d'humble prière, et qui, pour obtenir, je cite, la bénédiction de Dieu sur les armées alliées. Alors, je ne doute pas un instant que Barbel nous dira Gott mit uns, bien entendu. Ça, c'est un grand classique hein, des conflits. Alors, on cite, bien entendu, très très souvent, dans cette mobilisation intellectuelle des églises, on cite assez systématiquement Monseigneur Arthur Wennington Ingram, évêque anglican de Londres, et son fameux sermon de 1915, qui est absolument terrible, hein, vous le connaissez, je pense. Alors, pour sauver la liberté du monde, pour sauver la liberté elle-même, ceux qui aiment la liberté et l'honneur sont ligués dans une grande croisade
pour tuer les Allemands. Les tuer, non pour le plaisir de tuer, mais pour sauver le monde. Tuer le bon comme le mauvais, les jeunes comme les vieux, etc., etc. Alors, cette déclaration de Wellington Ingram est connue. Elle est dans le contexte du génocide arménien, que d'ailleurs Wellington Ingram attribue aux Allemands. Hein. Et ce qu'il faut préciser quand même, c'est que Wellington Ingram ensuite se couvre de discrédit totalement, hein, va démissionner plus tard, en 1939, mais Hubert Asquith, donc ancien ministre britannique, dit à propos de Monseigneur, qualifie Wellington Ingram de jingoism of the shallowest kind. Mot à mot, excusez mon pitoyable accent, le chauvinisme, un chauvinisme le plus creux. Donc ça signifie qu'effectivement Wellington Ingram est loin de faire l'unanimité, si vous voulez, en Grande-Bretagne, et c'est une autre question. Alors mobilisation, mais de quel type? On a évoqué un peu ce matin déjà les mobilisations industrielles. Je pense que ça pourra faire l'objet d'une vraie réflexion pour les universités d'été à venir, parce que c'est un sujet, bien entendu, à part entière. Mais on a commencé à évoquer la mobilisation des femmes dans l'industrie, dans les industries d'armement, et pas seulement, avec effectivement toute une série de photos stéréotypiques que nous avons vues ce matin pour l'Allemagne, mais que nous retrouvons totalement pour la France. Je rappelle simplement que pour la France, on avait un cas un peu particulier, c'est-à-dire que l'emploi salarié féminin dans l'industrie était inférieur à ce qu'il était en France, dans les autres pays comparables, notamment Allemagne et Grande-Bretagne. Hein. Nous sommes, avant la guerre, à environ 10% de la population active féminisée en France, alors que nous sommes à largement 33%, en tout cas pour l'Angleterre, largement au-dessus de 33%, et je pense que pour l'Allemagne, on a des chiffres effectivement d'environ 33%. Donc si vous voulez, pour l'Allemagne et la Grande-Bretagne, la guerre est l'occasion d'un développement de la main-d'œuvre féminine, mais dans une moindre mesure. Elle passe en gros de 33-35% à 40%. En France, ça double, mais partant de plus bas. Hein, c'est-à-dire on passe de 10 à 20%, à peu près. Bon, sauf que elles sont engagées par défaut. Elles sont engagées parce qu'il n'y a pas d'hommes. Hein. Et lorsqu'on prend des exemples extrêmement précis, comme les effectifs de l'arsenal de Tarbes, 14 777 salariés au 17 mai 1917, 5 331 femmes. Mais, octobre 18, ils ne sont plus que 4 300. Et lorsque l'armistice va être signé, et que les hommes vont commencer à rentrer au printemps 19, eh bien, les femmes sont remerciées et on leur dit « rentrez chez vous ». Hein. La main-d'œuvre captive, alors c'est un cas extrêmement intéressant aussi, de complexité, parce que, bien évidemment, la France va employer aussi des prisonniers de guerre allemands. J'avais travaillé, moi, sur la 12e région militaire, c'est-à-dire Limoges, qui n'accueille pas seulement des généraux remerciés, mais qui accueille énormément de blessés et qui accueille aussi beaucoup de prisonniers de guerre. Hein. Premier réflexe des paysans du Limousin, ils se méfient de cette manœuvre, ils n'en veulent pas. Deuxième temps, ils s'aperçoivent qu'ils sont beaucoup moins chers que la main-d'œuvre française. Et là, ils se précipitent vers les prisonniers de guerre allemands. Bien sûr. Hein. Bon, donc, complexité en fait, et complexité que je retrouve de ces mobilisations et de ces adaptations que je voudrais retrouver aussi sur ce que j'appelle le front de la quotidienneté. Parce que pour interroger nos sociétés, il faut savoir jusqu'où vont les processus de mobilisation et quel visage ils prennent. Et donc pour cela, questionner le quotidien pour essayer de fournir quelques réponses. D'abord, je parle là du cas français. Les privations matérielles sont extrêmement différentielles. On connaît bien entendu les thématiques des profiteurs de guerre. On sait que l'inflation va laminer aussi les revenus des rentiers.
va laminer les revenus fixes, notamment les revenus des fonctionnaires, mais qu'au contraire, elle profite bien entendu au phénomène nouveau riche que l'on retrouve en Italie sous le nom de requin. Bon. Sur le front du quotidien, on voit un certain nombre de désolidarisation s'exprimer, notamment en France, à l'extrême fin de l'année 17, pas du tout pour des raisons politiques, mais l'extrême fin de l'année 17 et janvier 1918, c'est le moment où l'on commence à instaurer des cartes de rationnement. En France, nous sommes privilégiés, bien entendu, par rapport à l'Allemagne et à d'autres pays, je suppose. Et là, on voit des phénomènes de désolidarisation très clairs s'exprimer. Des phénomènes de désolidarisation campagne-ville, mais aussi revenus fixes par rapport à profession libérale ou commerçants. Les habitants de Périgueux accusent les agriculteurs de pratiquer des prix trop élevés, tandis que les agriculteurs se disent pénalisés par des prix imposés, puisqu'on a des prix encadrés. Profitant de la diminution des emblavures en France, des champs emblavés, diminution assez considérable, de l'ordre de 33% en 4 ans quand même, eh bien, les prix montent et on voit des processus d'individualisation. Processus qu'on retrouve chez dans le monde combattant, c'est ce que, dans notre jargon des historiens de la guerre 14-18, on appelle les stratégies d'évitement. Éviter la guerre, donc se trouver un embuscage, etc. Et les individualisations existent notamment entre monde des villes et monde des campagnes. Une des enquêtes dont je vous parlais tout à l'heure, lancée par le préfet des Hautes-Pyrénées, dit la chose suivante. Jamais la vie n'a été plus large chez les paysans comme chez l'ouvrier. Le souvenir des morts pour la patrie s'efface devant le bien-être qu'on retire des pensions et des allocations. Nous sommes en janvier 1918. Les fêlures du monde ouvrier existent. Nous avons en France des grèves en 1917, printemps 17, automne 17, et puis des grèves à nouveau en février, mars 18. Mis à part celles de février 18 sur le bassin de Saint-Étienne, qui sont des grèves éminemment politiques, toutes les autres sont des grèves pour le pouvoir d'achat. Toutes. Alors bien entendu, on chante l'international dans ces grèves. Mais un chant ni un drapeau rouge n'ont jamais fait la révolution. Je crois qu'il faut distinguer, si vous voulez, des manifestations de mauvaise humeur. Et lors des grèves à Tarbes en février 1918, bien sûr, on chante l'international, mais on chante aussi la Marseillaise et on chante le pinard. Les femmes qui participent à la manifestation hurlent, selon le rapport de police, « Nos poilus, rendez-nous nos poilus ». Donc, on n'est pas du tout dans un phénomène de grève politique. Surtout, les réactions spontanées à ce que j'appellerais, moi, la lourdeur du conformisme vertueux du discours de guerre se marquent par des arguments un peu détournés peut-être, mais quand même singulièrement importants. Les réquisitions militaires, en blé, mais en toute autre denrée, font l'objet, comme on a commencé à le voir ce matin, de denrées, notamment en blé, qui se cachent avec un véritable marché noir. En mai 1918, une vingtaine de communes du Loir-et-Cher font l'objet de fouilles systématiques par les services de police français. On trouve 130 000 quintaux cachés. Ça commence à faire. À Vitry-le-François, chez un seul commerçant, 368 quintaux de dissimulés. Bon, pourquoi? Parce que les prix officiels ne sont pas assez élevés, bien sûr. Le règne de la vertu patriotique s'exprime aussi, bien entendu, par la mobilisation qu'on trouve, mobilisation guerrière qu'on trouve dans les journaux.
Alors bien entendu, par exemple, interdiction des soirées dansantes. Bon, interdiction des spectacles de soirée. Bon, bien qu'à cela ne tienne. Les grands établissements de spectacle vont créer des matinées. Le spectacle commence à 19h. Voilà. On échappe à la législation et l'Olympia, les concerts Mayol sont bondés. La chanson légère l'emporte constamment et de plus en plus sur la chanson patriotique. En 1917, les recettes brutes des cinémas parisiens, 1,5 million de francs. 1918, recettes brutes des cinémas parisiens, 2 300 000 francs. On va au cinéma, malgré le règne de la vertu patriotique. Et on va au cinéma plus du tout pour voir des films patriotiques qui sont sifflés. Hein. Bien. Les petites annonces. Et oui, la vie parisienne, Fantasio. Publie des petites annonces. Fantasio était très connu des poilus aussi parce qu'il faisait paraître des dessins à l'époque de femmes, non pas nues, mais quelque peu dénudées ou en sous-vêtements. Et ces images de Fantasio peuplaient les tranchées. Eh bien, Fantasio est accusé notamment et dénoncé par un journal qui s'appelle L'Hebdomadaire de l'Oise, 18 octobre 1917, parce qu'on y trouve des petites annonces de femmes seules. Et ce journal de l'Oise assimile l'adultère à la désertion. Hein ? Et puis, il y a une spécificité française, et rassurez-vous, je vais terminer, mais une spécificité française qui, à mon sens, bon, moi j'ai essayé de pointer du doigt cela dans mon dernier ouvrage, mais j'aimerais beaucoup que ça fasse l'objet de vrais travaux. Je suis de plus en plus persuadé, plus je travaille ces questions-là, que l'union sacrée est un discours parisien qui ne tient guère dans les provinces, et qui ne tient pas très longtemps dans les provinces. Et alors, notamment, il y a une dimension qui, moi, me fascine, à nuancer selon les régions, bien entendu, de France, hein, mais c'est que la lutte clérico-anticléricaux ne cesse pas. Alors, par exemple, alors vous allez me dire, c'est une région un peu atypique, mais justement dans le Limousin, alors bien entendu, Limoges, ville rouge, première ville socialiste de France en 1902, ville de la création de la CGT en 1895, j'en passe et des meilleurs, d'accord. Et ville déchristianisée, d'accord, aussi. Même si les campagnes environnantes sont moins déchristianisées. Mais vous avez une vraie rivalité entre le Populaire du Centre, c'est-à-dire le journal socialiste, qui publie par exemple la liste des morts socialistes. Les morts socialistes, il y a les autres. Qui accuse les cléricaux de faire du prosélytisme auprès des blessés français. Comme je vous l'ai dit, il y a de très nombreux blessés français dans la région de Limoges. Réponse de la Croix de Limoges, et donc de Monseigneur Quillet, l'évêque local. Partout où il y aura des ambulances ou des hôpitaux, que des prêtres et des fidèles organisent tous les secours religieux et matériels. Nous avons une vraie rivalité patriotique qui existe, à mon sens, entre cléricaux et anticléricaux. Alors j'en termine, et je m'excuse d'avoir été aussi long, mais 2 points simplement de conclusion, très très brefs. D'une part, je pense que, en ce qui concerne ces ambiances des opinions publiques, les adaptations à la guerre de ces opinions publiques, les mobilisations de ces opinions publiques, on a encore de très nombreux travaux à mener. De très très nombreux travaux à mener, notamment sur des bases monographiques qui finiront par faire sens, sans doute. Et puis, je terminerai sur une considération un peu générale, mais je crois qu'il faut que nous fassions les uns et les autres, devant nos élèves ou nos étudiants, que nous manifestions constamment l'éloge de la complexité historienne face à ce que j'appellerais les tentations de modélisation de type sociologique ou anthropologique. Je n'ai pas de mépris ni pour la sociologie ni pour l'anthropologie, mais je crois qu'il faut que nous insistions en permanence sur le pluriel, hein, dès
culture de guerre éventuelle et sûrement pas de la culture de guerre. Merci.